Nous voici donc ici à Harare, au Zimbabwe, à la réunion annuelle du réseau africain pour la prévention des infections. Et j'ai le plaisir et le privilège de me retrouver avec mon ami Babacar, qui est spécialiste de la prévention des infections, spécialiste en microbiologie, qui est également un militaire et qui a été délégué par l'OMS sur place en Guinée pour aider le gouvernement guinéen. Merci donc Babacar de te prêter aujourd'hui à cette petite discussion. Pourrais-tu me dire aujourd'hui quelle est la situation en Guinée? Aujourd'hui nous sommes début novembre. Merci Didier. La situation en Guinée aujourd'hui est caractérisée par le fait qu'il y a eu des difficultés au départ, mais les choses commencent à s'arranger, mais il y a encore bien des efforts à faire. Du côté du système de santé, évidemment, le système a été un peu débordé au départ, en tout cas au plan du contrôle de l'infection. Mais maintenant, les gens commencent à comprendre et des mesures sont en train d'être prises. Du côté de la communauté, il y a encore des difficultés parce que comme je le disais l'autre jour, c'est un scénario morbide où chaque acteur doit connaître son rôle et l'appliquer. Et si le système de santé a compris maintenant, il y a des difficultés du côté de la communauté. Donc la bataille n'est pas encore tout à fait gagnée, mais il reste encore des choses à faire et à persévérer. J'ai une dernière question avant qu'on passe à certaines questions plus formelles. Il y a une grosse différence entre ce que nous observons au Libéria et ce qui est observé en Guinée. Pourriez-vous en quelques mots me résumer la différence? Bon, moi je pense que la grosse différence vient du fait qu'au niveau de la Guinée, il y a un système de santé bien organisé qui est en place. Même si ce système a eu des difficultés au plan du contrôle de l'infection, c'est un système qui existe et on peut améliorer les choses. Contrairement à ce qui se passe, il paraît, dans les autres pays où le système de santé n'est pas tout à fait opérationnel. Je comprends. Donc il s'agit là d'une différence essentiellement au niveau des structures et de l'organisation du système de santé, dont on sait qu'il est capital pour lutter et réagir à cette situation. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Je suis le professeur Babacar Ndoye. Je suis employé à l'OMS comme expert contrôle de l'infection au niveau opérationnel. Merci. Pourriez-vous nous expliquer quelle a été finalement votre mission en Guinée? En fait, la mission, c'était d'aider le pays à la riposte à l'épidémie, mais spécialement dans la composante contrôle des infections. Très bien. Vous êtes allé en Guinée pendant longtemps. Rappelez-moi, vous y êtes allé en mars. Je suis allé un mois et demi, un mois, une semaine en mars-avril. Ensuite, 2 mois, une semaine en juillet, août, septembre. Et vous avez visité, si je ne me trompe pas, tous les hôpitaux de la zone forestière affectés par Ebola. Oui, tous les hôpitaux de la zone forestière affectés par Ebola, tous les hôpitaux de la zone spéciale de Conakry et au moins tous les hôpitaux régionaux du reste du pays. Et j'en ai profité pour voir tous les responsables des hôpitaux de chaque région. Qu'avez-vous donc constaté à ce moment-là? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai eu 2 séjours assez différents. Le premier séjour, mon rôle n'était pas tout à fait bien compris et j'ai eu des difficultés à m'imposer sur le terrain. Et par contre, pendant le deuxième séjour, tout a été facilité et les gens ont bien compris l'intérêt de ce que je pouvais leur apporter. Quelle était donc alors la situation sur le terrain en Guinée? Mais sur le terrain, comme on peut l'imaginer, il y avait une impression, une image de panique au niveau de la communauté, au niveau du système de santé. Et c'était un peu difficile à gérer. On gérait au coup par coup et en fonction des choses. Mais au fur et à mesure, l'organisation a été mise en place, les partenaires sont de plus en plus venus et ça s'est amélioré au fur et à mesure. Vous êtes connu maintenant de tous les médecins de Guinée, je suppose? Oui, et j'ai eu à travailler avec tous les médecins de Guinée pour leur expliquer ma mission et les voies et moyens d'essayer d'y parvenir. Quel était le degré de préparation de la Guinée lorsque vous êtes allé en Guinée pour la première fois par rapport à la situation Ebola et par rapport à la situation de la prévention de l'infection en général?
Bon, j'ai trouvé sur le terrain que la Guinée avait quand même des projets sur le plan de la prévention des infections. Parce qu'il y avait un programme national qui était en gestation et un point focal a été nommé au niveau du ministère pour s'en occuper. Malheureusement, c'était un projet donc théorique et sur le plan opérationnel, ce n'était pas encore mis en place. Ce qui fait que l'épidémie, disons, a surpris aussi bien la communauté que le système de santé. Maintenant, parlez-moi un tout petit peu de la résistance des populations locales. Cette résistance, si j'ai bien compris, est même parfois violente. Très violente, et je suis revenu choqué parce que j'ai perdu un ami, je dirais. Parce que pendant mon séjour, avec le travail quotidien que je faisais avec les médecins, j'avais pratiquement lié amitié avec un qui était particulièrement engagé dans le contrôle de l'infection, qui avait été nommé président de son comité d'hygiène et de sécurité et qui m'a appelé quelques jours avant une agression extrêmement sévère et barbare du cortège officiel du gouverneur de la région forestière, et il n'a pas pu échapper. Et malheureusement, pendant cette agression, 7 autres officiels ont perdu la vie, un autre médecin, un sous-préfet, un journaliste aussi, et je suis rentré choqué. Je comprends. Donc, sur les 7 personnes, 2 médecins ont été finalement tués. Ouais. Ils ne sont évidemment pas morts d'Ebola, ils ont Absolument. probablement été massacrés par la population Absolument, locale. absolument. Et à votre avis, cette situation pourrait se reproduire? Quel est le besoin actuel? N'a-t-on pas besoin actuellement d'anthropologues? Absolument, absolument. En fait, dès le début, on a eu des anthropologues. Hein. Quand je suis arrivé au mois de mars, je faisais partie d'une équipe où il y avait déjà un anthropologue. Donc, on pensait qu'on allait en avoir besoin. Mais en fait, le besoin de cette catégorie de professionnels est venu renforcer cette idée. Mais en fait, ça, c'est une expérience négative. Mais tout n'est pas négatif. Je citerai l'exemple d'une préfecture en Guinée qui s'appelle Télémélé, où quand Ebola est venu, il y a eu plus d'une dizaine de cas, 2 personnels infectés, mais toute la communauté s'est levée d'un bloc et s'est mise à côté du système de santé. Et après les cas, ils ont vraiment ils ont sorti le district de la maladie, et il n'y a pas eu un seul cas depuis le mois de juin, je crois. C'est un exemple d'ailleurs que le gouvernement utilise pour sensibiliser les autres coins de la Guinée. Il y a donc des points positifs Oui, bien sûr, absolument, dans cette lutte. absolument. Aujourd'hui, comment jugez-vous l'état de préparation de la Guinée? Disons que la préparation n'est pas finie. La Guinée n'était pas préparée au moment de l'épidémie, et la préparation, il faut le dire, sur le plan opérationnel est en cours. Parce que je suis allé une première fois, j'ai fait comme tout le monde, chaque expert de son côté a fait des formations. Je suis revenu, je me suis rendu compte que la formation seulement était tout à fait insuffisante. Et qu'il fallait mettre, au niveau du système de santé, il fallait créer les conditions pour que toutes les recommandations techniques qui sont faites sur le plan international soient réunies, les conditions soient réunies au niveau des structures pour que ces recommandations puissent être appliquées. Vous êtes non seulement formé en microbiologie, en prévention des infections, mais vous êtes également un militaire, Babacar. Donc, est-ce que cette discipline militaire que vous avez apprise dans votre formation militaire est aujourd'hui utile sur le terrain lorsqu'on parle de contrôle d'Ebola? Certainement, parce que dans le contrôle d'Ebola, je pense que la discipline est un facteur extrêmement important. Parce que les recommandations sont claires, précises. Il faut appliquer. Donc je pense que la discipline militaire certainement a été un facteur positif et favorable pour que les choses puissent être appliquées. Merci. Maintenant, quels seront les 3 conseils que vous donnerez à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone? 3 conseils fondamentaux pour éviter que la situation ne devienne ce qu'elle est devenue. Bon, disons que pour éviter cette situation, il faut absolument des ressources. Ça, c'est sûr.
il faut des ressources, il faut des structures. Il faut des ressources, il faut des structures et il faut surveiller l'application de ça. C'est les trois choses nécessaires. L'entraînement, Mettre en place des structures chargées du travail, leur donner des ressources et les faire appliquer, les surveiller. C'est ça. Donc, c'est les trois choses, absolument. On sait aujourd'hui que les pays limitrophes, que sont le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, doivent se protéger, doivent être prêtes contre l'importation de cas. Quels sont vos conseils principaux? Ben là, il y a un seul conseil, hein, c'est ce que je dis. Il faut se préparer. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire maintenant. On sait ce qu'il faut faire. Si on ne l'a pas fait avant, on ne le fera pas du premier coup. C'est comme le sportif qui va dans une compétition. S'il ne s'est pas entraîné, il ne fera pas ce qu'il faut le jour du match. Donc, il y a un seul conseil, c'est la préparation. Et la préparation, c'est faire les choses d'abord, avant que ça n'arrive. Voilà. Merci pour ce témoignage, merci pour votre travail, merci pour votre engagement formidable pour l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup.